Le grand débat, 18h, 19h30 avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Il est un peu plus de 18h à Paris. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de débat et d'information, le grand débat. L'actualité africaine, internationale et française commentée et analysée sur Africa numéro 1. Pour participer au grand débat, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis l'étranger. Le grand débat est réalisé par Antoine Cruchon. Africa numéro 1, le grand débat. Le grand débat aujourd'hui, la Libye 5 ans après la mort de Mouammar Kadhafi. Durant ce qu'on a appelé les printemps arabes, une contestation sans précédent émerge mi-février 2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi, soutenu un mois plus tard par des frappes aériennes lancées par Washington, Paris et Londres sous mandat de l'ONU, puis placé sous commandement de l'OTAN à partir du 31 mars. Tripoli tombe le 23 août, le colonel Kadhafi s'enfuit. Le 20 octobre, il est capturé, rampant dans un égout, puis tué près de Sirte, sa région d'origine, à l'est de Tripoli. 3 jours plus tard, la libération du pays est proclamée par le Conseil national de transition, organe politique de la rébellion, qui remettra ses pouvoirs le 8 août 2012 au Congrès général national, élu en juillet. 5 ans après, la Libye est toujours plongée dans la violence et l'incertitude politique, et les questions sur la nécessité d'agir à l'époque sont revisitées à l'aune de l'actuelle tragédie syrienne. Alors fallait-il intervenir pour soutenir la révolution libyenne et mettre fin au régime du colonel Kadhafi? Pourquoi la Libye peine à se relever de la chute de Mouammar Kadhafi? Qui sont les acteurs de la crise? Comment la situation libyenne fragilise les pays voisins? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder ce soir dans ce grand débat. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Nos invités ce soir, Achir Ibn Oumar, bonsoir. Bonsoir et merci. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad et vous êtes membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Vous animez un blog intitulé yedina.net. Patrick Mbeko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes géopolitologue et vous avez publié récemment un livre intitulé Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa arabe libyenne. Un livre publié aux éditions Libre Pensée. Par téléphone, nous avons Hélène Bravin qui est chercheuse à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et auteur d'un livre intitulé Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, publié en 2011 aux éditions Bourrin. Et nous avons également par téléphone Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Ma première question, Patrick Mbeko, beaucoup de choses ont été dites, écrites sur les raisons qui ont poussé plusieurs pays à intervenir en Libye. Est-ce que l'une des raisons, selon vous, l'une des raisons principales peut-être, est que des pays comme la France, la Grande-Bretagne, qui n'ont pas vu venir la révolution tunisienne et égyptienne, ont voulu se rattraper d'une certaine façon en intervenant en Libye? Mais en fait, la version officielle aujourd'hui se trouve confrontée à plusieurs réalités. D'ailleurs, on sait d'ailleurs que récemment, il y a un rapport du Parlement britannique qui a montré que les raisons officielles avancées pour intervenir en Libye, en l'occurrence la protection des populations civiles, n'étaient pas vraies. Et en travaillant sur ce dossier, je me suis aperçu qu'il y avait des objectifs qui étaient beaucoup plus géostratégiques qu'autre chose. Donc, il n'était pas question de sauver des populations libyennes qui n'en avaient d'ailleurs pas besoin puisqu'elles n'étaient pas en danger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du Parlement britannique, mais aussi le Pentagone avait clairement établi que les populations civiles libyennes n'étaient pas en danger. Et ça, c'était le 1er mars. Il y avait quand même une rébellion qui est partie de la Cyrénaïque, qui contestait le régime de Mouammar Kadhafi. Il y avait une rébellion qui était partie de la Cyrénaïque, on le sait aujourd'hui, mais on sait aussi que cette rébellion, en fait, était encadrée dès le départ par des pays étrangers, notamment les services occidentaux. Je tiens à rappeler que dès le mois d'avril 2010, donc quelques mois avant l'intervention en Libye, le patron des services secrets qataris se trouve en Bulgarie et demande à son homologue de l'aider à participer à une intervention en Libye. Donc on est à plusieurs mois avant l'intervention en Libye. Autre élément important, c'est que 4 mois avant l'intervention, un rapport est préparé par le Conseil national de sécurité des États-Unis qui a été remis à Obama et dans lequel
on faisait clairement savoir qu'il y aura une intervention en Libye. En fait, c'est la thèse que vous développez dans votre livre. Je rappelle Exactement. le titre de votre livre, Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa arabe libyenne. Donc ce sont des thèses qui n'engagent que vous. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'il y a eu une volonté de déstabilisation de la Libye depuis 42 ans? C'est ce que vous voulez dire? En fait, ce que moi j'explique, c'est que je dis simplement qu'on ne peut pas comprendre l'intervention militaire de 2011 si on n'a pas le regard braqué sur le passé. Oui. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat ou de coups d'État montés contre le colonel Kadhafi, et ces tentatives étaient pilotées par les services secrets occidentaux. On le sait aujourd'hui. On sait que dès 1969, il y a eu des tentatives de déstabilisation. Dans les années 70, la France va tenter à plusieurs reprises de déstabiliser la Libye. D'abord, le chef du service secret français à l'époque, le comte de Marenche, va faire appel aux Américains qui vont écarter cette hypothèse parce qu'à l'époque, les Américains avaient d'importants intérêts pétroliers en Libye. Et quelques temps après, à l'arrivée de Ronald Reagan, les Américains vont vraiment s'atteler à renverser Kadhafi avec l'aide des services secrets israéliens et français. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre la guerre de 2011 si on n'a pas le regard braqué sur ce passé. Je tiens à rappeler d'ailleurs, comme je le montre dans le livre, Oui. documents américains et français à l'appui, c'est que les affaires Lockerbie, DC-10, ou même l'attentat contre la discothèque Label, on sait aujourd'hui que la Libye n'était pas responsable de tous ces attentats. Alors pourquoi le régime a indemnisé des familles de victimes, notamment les familles des victimes de l'attentat de Lockerbie? Oui, mais parce qu'en il y a fait, eu une indemnisation, c'était oui, des sommes très importantes. Exactement, et près de 4 milliards de dollars. En fait, les Libyens voulaient acheter la paix. Et il faut rappeler que les Libyens n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans ces attentats. Et il faut en même temps rappeler aussi que les familles de victimes, notamment en Grande-Bretagne, ont toujours réclamé, même après l'indemnisation, une enquête indépendante pour faire la lumière sur tout ça. Dans mon livre, je reproduis un document de la DIA, la défense, les services de renseignement militaire américains, qui dit clairement, qui reconnaît de 1991 que les Libyens n'étaient pas impliqués. Tous les services secrets occidentaux savaient que c'était des attentats qui étaient pilotés par le FPLG palestinien qui sous-traitait ses activités pour le compte de l'Iran. Et ça a été reconnu par tous les services secrets occidentaux. Et même la DGSE française n'a jamais reconnu que la Libye était impliquée dans cette affaire-là. Dans le livre encore, je reproduis un document de la présidence française dans lequel il est clairement établi que c'était les Américains qui faisaient pression pour que la France et les autres embarquent dans cette campagne contre la Libye de Kadhafi. Alors, nous avons en ligne Hélène Bravin. Bonsoir. 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 Donc, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes journaliste. Vous êtes auteur de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, un livre paru en 2011 aux éditions Bourrin. Comme je le disais durant ma présentation, beaucoup de choses ont été dites, écrites sur les raisons qui ont poussé plusieurs pays à intervenir en Libye. Quelle est selon vous la principale raison qui ont poussé par exemple des pays comme la France, la Grande-Bretagne à être en tête de cette coalition pour intervenir en Libye? Écoutez, il y a eu malheureusement pour Kadhafi un faisceau d'éléments qui l'a fait chuter. Pour faire suite à ce qu'a dit monsieur là au sujet Patrick Mbeko, pour faire suite à ce qu'il vient de dire sur les raisons de l'intervention, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même une réintégration du colonel Kadhafi au début des années 2000. Oui. C'est-à-dire que les pays occidentaux avait décidé de marquer la paix avec Kadhafi en levant l'embargo. Alors ça s'est fait successivement. Et d'ailleurs, les Britanniques, d'ailleurs c'est ce que dit le rapport du Parlement britannique, ils étaient pendant toute cette période, c'est-à-dire à partir de 2004, donc la levée de l'embargo jusqu'à 2011, en train d'étudier avec Kadhafi des solutions à son économie qui avait été nationalisée pendant toute une période. Donc ils essayaient, on était dans le train des réformes. Oui. Et on essayait, les Britanniques avaient envoyé des équipes sur place pour essayer d'encadrer ces réformes. Les États-Unis aussi, donc tout le monde y contribuait. Il fallait absolument réintégrer la Libye sur la scène internationale.
d'où les interrogations du rapport. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mesure où même le colonel Kadhafi a été reçu à l'Élysée Effectivement, oui, en 2007 on s'en souvient, par oui. Nicolas Sarkozy. Donc on était sur une ligne d'ouverture, tout Oui. allait bien. Et puis il y a cette intervention en 2011. Oui. Voilà. Donc il reste aujourd'hui une incompréhension totale, Oui. dans la mesure où l'ensemble des pays avaient contribué à la réintégration de Kadhafi. Oui. Alors après, je veux dire, on s'interroge toujours encore aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui a motivé justement cette intervention ? Alors moi, je pense qu'il y a eu un faisceau, je veux dire, d'éléments. Déjà, la dégradation des relations entre la France et la Libye, dès lors, après 2007. Oui. Ça, je l'indique dans mon livre, que finalement, effectivement, Sarkozy a eu raison. Nicolas Sarkozy a eu raison de faire venir Kadhafi à Paris, parce qu'il fallait effectivement lui démontrer que sa mise en quarantaine était terminée, et qu'il fallait absolument qu'il rejoigne donc les nations et participer à l'ouverture de son pays. Mmh. Voilà. Donc le message avait été lancé, et puis après son départ de Paris, parce que moi je suivais la Libye à ce moment-là, on assiste à une dégradation des relations entre Paris et Kadhafi. Mmh. Alors pour différentes raisons. Et effectivement, Sarkozy a pris la tête de la coalition. Il a forcé la main des deux autres pays. Oui. Alors, probablement sans difficulté avec Cameron, qui a été convaincu par Nicolas Sarkozy d'intervenir. Bon, les États-Unis l'étaient moins. Oui. Apparemment, l'administration américaine, compte tenu du précédent irakien, n'avait pas trop envie de mettre les pieds dans un pays dont elle ne maîtrisait pas réellement les ingrédients. Bon, d'ailleurs, le rapport britannique le dit très bien. Il dit très bien que finalement, l'ensemble des pays sont intervenus sans avoir eu une estimation réelle des éléments nocifs que portait cette société. Je fais référence aux islamistes, à Al-Qaïda, qui ont encadré la révolution. Ouais. Monsieur dit que ce sont les Occidentaux qui ont encadré la révolution. Moi, je dis non. Je dis qu'il y a eu quand même un préalable, à savoir un encadrement par les islamistes et Al-Qaïda. Restez avec nous, Hélène Bravin, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Achir Ibn Oumar, donc on a parlé des raisons qui auraient poussé donc plusieurs pays à s'engager donc pour renverser le régime du colonel Kadhafi. Mais après, je cite une phrase qu'avait prononcée le président tchadien Idriss Déby aux Occidentaux. Il leur avait dit vous n'avez pas assuré le service après-vente, c'est-à-dire que il pense que les Occidentaux ont sous-estimé en fait ce qui allait se passer après la chute du régime Kadhafi. Quel est votre sentiment ? Moi, ce qui me gêne dans la phrase de mon président, c'est pas qu'il reproche aux Occidentaux le service après-vente, en quelque sorte. Oui. C'est qu'il ne leur reproche pas l'intervention d'abord. Parce que quand on dit service après-vente, ça veut dire que l'intervention était mal préparée. Mal préparée et pas réfléchie, mal réfléchie. L'intervention. Oui. Kadhafi est un personnage complexe. Oui. La Libye, en tant que pays arabe, africain, musulman, africain, est aussi complexe. Oui. Donc, les explications simplistes, dire que c'est un complot occidental, c'est une révolution islamiste, c'est un mouvement populaire, c'est la démocratie. Les explications, vous ne croyez pas à cette thèse-là les explications, si vous voulez, avec unidimensionnelles, elles ne sont pas suffisantes. C'est extrêmement compliqué. Il y a de tout ça à la fois. Par rapport à l'intervention, il y avait réellement un risque pour la population. Ça, moi, j'ai vu qu'en Libye. Oui, il y avait un soulèvement, il y avait une rébellion. Kadhafi, autant il a essayé d'être le plus populaire à l'extérieur, autant à l'intérieur, c'était un régime qui n'acceptait pas du tout la contestation. Moi, j'ai vu qu'en Libye, dans les années 80, les opposants étaient pendus à la télévision.
en 2011, il y avait des pilotes libyens qui ont fui, qui sont réfugiés à Malte en disant qu'on nous a donné l'ordre de bombarder et nos camarades qui ont refusé ont été fusillés. On les a trouvés attachés fusillés. Donc c'était un régime sur le plan interne, disons, qui n'admettait pas du tout la conduite et puis qui réagissait de façon extrêmement violente. Oui. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un risque de génocide? Je ne pense pas. Oui. Est-ce que ça allait être vraiment... Mais il y avait un risque de répression. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, la résolution des Nations Unies, elle avait sa place, à savoir, c'était une no-fly zone. Oui. Maintenant, la France et les puissances de l'OTAN, Oui. ils ne se sont pas limités à ce mandat. Oui. Moi, ce que personnellement je leur reproche, je pense qu'on peut leur reprocher, Oui. c'est qu'ils ont outrepassé les termes de la résolution, qui, à mon avis, étaient fondés en termes de protection de la population, et ils l'ont outrepassé, ils ont transformé cette résolution en changement de régime. Oui. Et moi, en tant qu'Africain, en tant que démocrate, si je peux me permettre cette étiquette, ou aspirant à la démocratie, plus modestement, autant je pense que nos régimes, que ce soit celui de Gaddafi ou de Déby chez moi, oui, ou d'autres régimes africains, je n'ai pas besoin de les citer, autant leur gestion interne en termes de glacier est très discutable, autant il faut, dès le départ, rejeter le principe de changement par l'extérieur et par l'intervention extérieure. Je pense que ça, quelles que soient les situations, même si les populations ont une aspiration légitime au changement, je pense que les Libyens avaient un ras-le-bol légitime. Certains Libyens avaient un légitime, parce que 42 ans de pouvoir qui est devenu familial de ses enfants, dilapidation de richesses, etc. Bon, c'était des revendications légitimes. Mais c'était au peuple libyen d'être maître de son destin et de décider il faut écouter ça, de l'avenir de son pays. De la légitimité. Si le droit international le permet, de les protéger, mais le changement de régime par l'extérieur, que ce soit en Libye ou en Syrie ou en Irak ou en Afghanistan, partout on l'a vu, même si les motivations sont fondées, n'essayons pas d'aller dans la casuistique, c'est pas si les Français et les Américains avaient des plans diaboliques, même si les motivations étaient humanitairement fondées. Mais est-ce que, parce que je reviens à ma première question que j'avais posée à Patrick Mbeko, est-ce que parce que ils ont d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, loupé le coche concernant la révolution tunisienne, est-ce qu'ils n'ont pas voulu, je ne sais pas, peut-être avec cynisme, faire un coup politique en soutenant la révolution, par exemple, libyenne? Personnellement, j'ai une petite, parce que c'est difficile de savoir, il faut aller vraiment dans les, comme M. Mbeko a fait, aller dans les archives et puis peut-être même des choses un peu secrètes. Moi, sur l'analyse visuelle, je pense que Gaddafi a été plutôt victime de ces conflits avec ses frères arabes. Je pense que l'Arabie saoudite, Qatar et d'autres pays arabes qui avaient des contentieux très sérieux avec lui. N'oublions pas que Gaddafi a tenté plusieurs coups d'État dans plusieurs pays arabes. Il a tenté d'envahir la Tunisie. Et il a, vers la fin, après son altercation avec le dauphin roi d'Arabie saoudite, il a envoyé des gens pour l'assassiner. Et puis, bon, il soutenait... il y avait d'autres problèmes aussi plus profonds que cela, sur lesquels on n'a pas le temps. Parce que le problème, ça nous amène au Moyen-Orient, avec l'Iran, Israël, tout ça. Je pense que les pays arabes ont une grande part pour convaincre Sarkozy en particulier, parce que les Américains étaient un peu réticents aussi pour convaincre Sarkozy. Et il y avait aussi un complot interne. L'entourage de Gaddafi aussi était en contact avec ces pays-là, son entourage proche, pour d'autres raisons qui sont difficiles à détailler maintenant. Je pense que c'est plutôt ça qui a fait le déclic. La Libye, 5 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, c'est le thème de ce grand débat ce soir. Merci de rester avec nous. On se retrouve après une pause pour la suite de cette émission. Le grand débat, 18h, 19h30 avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Le grand débat, c'est du lundi au jeudi sur Africa numéro 1. Merci de rester avec nous. Le thème ce soir, la Libye, 5 ans après la mort de Mouammar Kadhafi. Nos invités, Acher Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Vous animez un blog yedina.net. Patrick Mbeko, rebonsoir. Vous êtes géopolitologue, auteur de Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa arabe libyenne, publié aux éditions
Libre Pensée. Par téléphone, Hélène Bravin, chercheuse à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et auteur de Kadhafi, Vie et mort d'un dictateur, publié en 2011 aux éditions Bourrin. Et nous avons également par téléphone Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Paul Kananoura, on va reprendre avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'intervenir en direct sur Africa numéro 1. Récemment, le président américain Barack Obama a déclaré, je cite, « Nous avons sous-estimé comme nos partenaires européens la nécessité d'être présents le lendemain de la chute de Kadhafi ». Est-ce que c'est un aveu d'échec selon vous ? Oui, bien évidemment, c'est un aveu d'échec parce que le chaos à Libye aujourd'hui, personne ne sait comment ça va se terminer. D'une part, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement grave et chaotique où on compte 1700 groupes de miliciens, oui. Dont certains sont à la fois djihadistes, fondamentalistes ou islamistes, qui peuvent déstabiliser à la fois les pays de la région, c'est-à-dire les pays du Maghreb, l'Afrique, mais aussi l'Occident par des actions qu'on peut appeler les loups solitaires. Et il y avait une méconnaissance, selon vous, du régime de Mouammar Kadhafi, de son fonctionnement, du rôle des tribus, des tensions entre la Cyrénaïque et le pouvoir central de Tripoli ? Non, je crois que la connaissance était tout à fait claire. C'est que c'est l'objectif de l'opération de déstabilisation qui est arrivé tout simplement dans un but à la fois de déstabiliser la Libye et pas du cocher l'Afrique. Donc c'est une question de déstabilisation géostratégique qui a bien réussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas occuper le reste et qu'aujourd'hui on est obligé de gérer ses conséquences. C'est-à-dire que pour être clair, l'Occident n'a pas si géré les conséquences de son intervention, c'est-à-dire le séparatisme et l'ingérence des pays voisins de la Libye ont donné l'émergence de l'État islamique. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de combattre son monstre, mais c'est extrêmement difficile et grave parce que les différents acteurs n'ont pas le même but, n'ont pas les mêmes objectifs, ni la même vision. Restez avec nous, Paul Kananoura, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Alors Patrick Mbeko, il y avait une méconnaissance du régime de la part des Occidentaux. Je parlais du fonctionnement du régime, du rôle des tribus et des tensions entre la Cyrénaïque et le pouvoir central de Tripoli, d'où est parti le mécontentement en 2011. Non. Je pense que les Occidentaux savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais comme l'a dit le monsieur qui vient d'intervenir. Vous pensez qu'ils savaient ils savaient parfaitement. Ils n'ont pas sous-estimé ce qui allait se passer après. Non, ils n'ont pas sous-estimé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a eu beaucoup d'acteurs dans le conflit libyen. Oui. Et ces acteurs avaient des agendas qui leur étaient propres. Mais il faut en même temps, il faut être précis. Nous ne parlons pas d'une affaire. On ne parle pas d'Alice au pays de Mamadou là. Il s'agit d'une affaire géopolitique et géostratégique. Et pour comprendre ça, il faut être dans une perspective géopolitique. Je veux citer ici, il y a un documentaire qui est sorti aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Et voici ce qu'on dit dans le documentaire. Un expert de la CIA dit ceci. Pour la CIA, la mort de Kadhafi est un triomphe. Ils l'ont toujours ciblé. Et même si cela a pris 30 ans, le plan a quand même fonctionné. La CIA a réussi à subtilement renverser le colonel Kadhafi. Et le monde croit jusqu'à présent qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire. Ça, c'est un expert de la CIA qui le dit. Et les gens peuvent le trouver sur Facebook. Madame Bravin a parlé du retour de la Libye sur la scène internationale. Il faut il y a eu un retour de la Libye sur la scène internationale. On se souvient de sa venue à Paris. Exactement, mais il faut contextualiser. Pourquoi la Libye revient sur la scène internationale ? Parce que, en réalité, les pays africains ont décidé de violer l'embargo imposé par les Nations Unies, injustement par les Nations Unies, sous instigation des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Autre chose, c'est que les pays européens, notamment l'Allemagne et des pays comme l'Italie, ne voulaient pas imposer un embargo complet sur le pétrole parce qu'il dépendait du pétrole libyen. Et donc, quand les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont rendus compte que les compagnies pétrolières américaines lorgnaient le pétrole libyen et que les Africains violaient l'embargo, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de négocier secrètement avec Kadhafi pour que Kadhafi revienne officiellement sur la scène internationale. C'est ainsi que la question de Lockerbie va être réglée et c'est comme ça que Kadhafi va revenir sur la scène internationale. Mais il y a un élément important, c'est que quand Kadhafi revient... Mais moi, ce que je ne comprends pas dans votre thèse, c'est que vous dites que le colonel Kadhafi n'est pas responsable de l'attentat de Lockerbie, mais pourtant il verse des sommes astronomiques pour indemniser les familles des victimes. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il veut revenir sur la scène internationale et ça faisait partie des ententes. Et d'ailleurs, quand il verse cet argent, il dit ceci, nous avons acheté la paix.
mais nous ne sommes pas responsables de cela. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je reproduis dans le livre un rapport de la DIA, qui est le renseignement militaire américain, qui reconnaît dès 2091 que les Libyens n'étaient pas responsables. C'est pareil pour l'attentat du DC-10. Les enquêteurs français, dont M. Claude Calisté, je cite son nom pour que les gens vérifient, disaient clairement qu'on sait très bien que les Libyens n'étaient pas impliqués. Mais ce sont des affaires géopolitiques. Et pour les comprendre, il faut être dans une perspective purement géopolitique. Autre chose, quand on parle de l'intervention de l'Occident en Libye, on dit le rôle de la France. Mais la France était frustrée parce que Kadhafi n'avait pas honoré les ententes qu'il y avait eu avec les entreprises françaises, d'acheter des armes françaises. Kadhafi n'a rien honoré, Kadhafi a préféré traiter avec le Russe. Mais le problème, c'est qu'on a souvent présenté l'intervention en Libye comme étant une intervention pilotée par la France qui a fait appel à la Grande-Bretagne. Or, on sait très bien, quand vous allez aux États-Unis, au Canada, on vous dit clairement que cette intervention avait été pilotée par les États-Unis, mais Obama, vu que les États-Unis étaient empêtrés en Irak et en Afghanistan, Obama avait une nouvelle doctrine qu'on appelle le leading from behind, qui veut dire diriger de l'arrière. C'est ainsi que les États-Unis ont mis la France et la Grande-Bretagne en avant, et ils ont piloté tout ça de l'arrière. Et d'ailleurs, il suffit de regarder... Est-ce qu'il savait, par exemple, Nicolas Sarkozy, s'il savait qu'il était manipulé par les Américains? Quand on parle de l'OTAN, l'OTAN, ce n'est pas la France ou la Grande-Bretagne. L'OTAN, c'est les États-Unis et ces supplétifs qui sont les pays européens. Et il faut d'ailleurs rappeler un élément important, c'est que les officiers français s'en sont plaints. Ils s'en sont plaints parce que tous les officiers français étaient sous commandement de l'Africom, l'African Commandment, qui est le commandement militaire américain pour l'Afrique. C'est l'Africom qui a commandé, qui a dirigé les opérations. Et à partir du 31 mars, c'était l'OTAN. Encore là, il suffit de regarder les dépenses de la guerre pour s'en rendre compte qui dirigeait quoi. Donc vous avez par exemple les États-Unis qui ont dépensé près d'1,5 milliard de dollars, les Français 360 millions. Et les Britanniques jusqu'à 400 millions. Donc, on sait qui dirigeait quoi. Alors, pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, il faut être dans une perspective géopolitique et géostratégique. Très bien. Alors, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, si vous le voulez bien. Alors, Achir Ibn Oumar, quand on parle de la Libye, on évoque souvent ce terme, le chaos libyen. Et c'est vraiment le terme qui est approprié. Qu'en est-il de la situation réellement sur place ? De la population dans la plupart des régions de Libye. Les Libyens eux-mêmes, ils parlent d'anarchie, ils ne parlent pas de chaos. D'anarchie. Ils parlent d'anarchie. Fawda, ils disent en arabe. C'est-à-dire qui se manifeste d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, par la multiplication des groupes armés qui refusent ce qu'on nous appelle milices, parce qu'ils estiment que ce sont des libérateurs. Ce qui est faux, parce que en réalité... Alors il faut faire la différence entre les groupes armés, ce qu'on nomme les milices, mais aussi des groupes, d'autres groupes politiques. En fait, il y a eu des milices déjà sous le régime du colonel Kadhafi. De l'anarchie, actuellement, le premier problème, c'est que les gens qui avaient pris les armes au moment du soulèvement contre Kadhafi, ils étaient quelques dizaines de milliers. Actuellement, ces groupes, ils sont entre 200 et 300 000. Donc, la plupart des gens maintenant qui se présentent libérateurs ou miliciens ou révolutionnaires, ce sont souvent des désœuvrés ou des repris de justice ou des jeunes chômeurs ou des gens manipulés ou des gens avec des réflexes tribaux qui ont pris les armes après la chute de Kadhafi. C'est pour ça qu'ils rendent l'équation complètement difficile. Parce qu'ils ont plus de pouvoir et ça, c'est le premier phénomène, cette multiplication de groupes armés qui est venue après la chute de Kadhafi. Parce qu'en fait, sous le régime du colonel Kadhafi, il n'y avait pas vraiment d'armée. En fait, c'était plutôt des groupes armés, des milices. Non, sous le régime de Kadhafi, c'est vrai que la façon dont Kadhafi a essayé de régler, c'est pour ça que j'ai parlé des termes de complexité. La façon dont Kadhafi a essayé de gérer les contradictions intertribales en Libye, et la façon dont on a essayé de gérer l'armée pour qu'il n'y ait pas de coup d'État, évidemment, ça a provoqué ce phénomène de dispersion en petits groupes. Déjà, à l'époque, il y avait une armée, mais qui était une armée de façade. Il y avait des Katiba, c'était des brigades dirigées par ses fils, etc. Mais l'état-major, il ne contrôlait pas grand-chose. Et dans les régions, il avait fait un système décentralisé où il y avait les comités révolutionnaires, il y avait les forces de face populaire. Donc lui-même, il avait établi, au nom de la révolution et du pouvoir populaire, une dispersion
des armes. La Libye a dépensé presque 30 milliards avant l'embargo en armement pour un pays de 5 millions à peine d'habitants, à l'époque peut-être 4 millions. Oui. Donc, mais il est arrivé à tenir tout ça. Mais une fois que lui n'est pas là, évidemment, ça vole en éclats. Le deuxième facteur d'anarchie, c'est la mésentente politique. Oui. Les élections de 2012 ont donné lieu à la mise en place d'un parlement et d'un gouvernement. Et on a vu que les islamistes étaient en réalité minoritaires, parce que dans les élections, ils ont eu à peine 20%. Et les choses, on était sur la voie de la normalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les islamistes, eux, ils ont joué le rôle d'avant-garde dans le soulèvement. Et il se trouve, comme dans la plupart des pays arabes, il y a un effet d'optique. Ils sont le plus actifs, le plus visibles. Mais quand on vient, comme on l'a vu en Tunisie, comme on l'a vu en Égypte, quand on vient maintenant dans une phase un peu calme, et quand on voit l'état d'esprit de la population, même dans les pays où les gens sont très conservateurs, en fait, en tant qu'idéologie, ils sont minoritaires. Donc, ils sont trouvés en minorité dans le gouvernement, et donc, ils ont refusé de reconnaître les résultats des élections précédentes, suivantes, de 2014. Du coup, ils ont gardé l'ancien Parlement, qui était pas très bien, qui était plus ou moins coopté. Et le Parlement qui a été élu, ils ont refusé de le reconnaître. Donc, on a eu deux parlements, donc celui de Tobruk et de Tripoli, puis deux gouvernements. Les Nations Unies, ou la communauté internationale, chez nous, il y a un proverbe qui dit « En voulant la maquiller, elle a crevé l'œil de sa fille ». Les Nations Unies, en voulant régler les problèmes de deux gouvernements pour en faire un, ils ont créé un troisième gouvernement, celui de Sarraj, qui est reconnu ni par aucun des premiers ministres des anciens gouvernements. Et maintenant, on parle d'un quatrième gouvernement qui serait une espèce de conjonction entre ces trois-là. Donc, ça, c'est aussi un facteur d'énergie. Sinon, l'économie marche tant bien que mal. La guerre, elle est limitée à Sirte, certains carrés de Benghazi, un peu autour d'Arna. Sur le reste, vous avez des barrières. On a des Tchadiens qui viennent. Vous avez des barrières, des gens qui vous raquettent, des choses comme ça. Mais une guerre intertribale, comme on le voit dans d'autres pays. De ce point de vue, quand même, Kadhafi a réussi à créer un minimum de sentiment national. De ce point de vue-là, donc les Libyens s'attachent quand même dans leur anarchie à une certaine à l'idée de la Libye, la fédération, la sécession, tout ça. Moi, par exemple, c'est très minoritaire, sinon marginal, de ce point de vue. Alors, on va demander à Hélène Bravin. Hélène Bravin, vous êtes, merci de rester avec nous, et vous êtes d'accord, il y a ce sentiment d'unité nationale, de sentiment national en Libye, malgré les difficultés, malgré les tensions politiques? Un sentiment national, je ne pense pas. Mais il y a surtout un sentiment souverainiste. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des Libyens qui souhaitent décider de leur propre avenir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces Libyens-là veulent engager un dialogue interlibyen en dehors de toute instance internationale. Alors, pourquoi selon vous, Fayez al-Sarraj n'arrive pas à imposer son autorité? Parce que justement, certains Libyens, beaucoup de Libyens considèrent qu'il est sous l'emprise des Occidentaux. Parce qu'il faut connaître l'historique, je veux dire, de la formation de son gouvernement, qui a été assez chaotique. Il a été mis en place par Bernardino León, qui a été accusé à juste titre d'avoir nommé partiellement des ministres. Voilà, c'est-à-dire que l'ONU aurait pris l'initiative de nommer partiellement des ministres au sein du gouvernement. Donc dès lors qu'il a été installé, il a été tout de suite contesté parce que les Libyens n'entendaient pas, ce gouvernement a été contesté d'abord par l'Ouest, qui n'entendaient pas justement que les Occidentaux imposent leur propre gouvernement, enfin ce gouvernement-là, et ensuite par l'Est. Donc aujourd'hui, la revendication d'ailleurs première du gouvernement de l'Est, même de Tobruk, c'est de revenir au draft numéro 4 qui prévoit la réduction du nombre des membres du Conseil présidentiel, qui est aujourd'hui même de 9, et qui a été imposé par l'ONU, à 3. Voilà, ce qui est tout à fait, je veux dire, ce qui est tout à fait révélateur, je veux dire, Merci Hélène Bravin. Je suis désolé de vous couper. Nous arrivons à une pause. On se retrouve tout de suite après.
Le grand débat, jusqu'à 19h30 avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Merci de rester avec nous pour la suite de ce grand débat. Le thème ce soir, la Libye, 5 ans après la mort de Mouammar Kadhafi. Nos invités, Acher Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, Patrick Mbeko, géopolitologue, auteur de Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa arabe libyenne, publié aux éditions Libre Pensée. Par téléphone, Hélène Bravin, chercheuse à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et auteur également de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, paru aux éditions Bourrin en 2011, et Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Vous pouvez intervenir et poser des questions sur le thème de ce soir. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France, et depuis l'étranger le 00 33 1 55 07 58 00. Alors nous avons en ligne Mathieu. Mathieu, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bienvenue. Écoutez, je vous remercie de m'avoir fait participer à cette émission. Oui. Et déjà, comme je l'ai toujours dit, Kadhafi, dès le début, il a carrément fait un deal avec le diable. En allant chercher Sarkozy, tout le monde a vu les dessus, mais ils ne savent pas ce qui c'est que les dessous de ce qui s'est passé. Hein. Et voilà, moi j'aurais mieux préféré que Sarkozy, Kadhafi, du mieux, parle avec les dirigeants africains, les RENUS, essaye de trouver un compromis avec eux pour pouvoir lever cette Union africaine qu'il voulait faire. Oui. Il a trouvé que la France avait plus d'intérêt en Afrique, qu'il fallait dealer avec la France pour qu'ils prennent la présidence de l'Union africaine. Mais moi, je pense qu'il a mal fait le jeu, il est mal rentré, il a mal analysé ces choses. La preuve en est, qui s'est battu pour qu'on attaque Kadhafi, c'est la France. C'est la même France, même Sarkozy avec qui il était, c'est le même Sarkozy qui est venu l'attaquer. Merci beaucoup Mathieu pour votre intervention. Nous avons en ligne Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Koulibaly. Allô, est-ce que vous nous entendez? Ah, nous avons un petit souci avec Koulibaly. Alors, nous avons en ligne Jofosé Koné. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous écoute. Oui, au fait, par rapport à la mort de Kadhafi, là. Oui. Au fait, ça a créé beaucoup de désastres au niveau de l'Afrique et tout ça. Oui. Bon, c'est vrai, les présidents, en un mot, les présidents qui sont sur la tête des pays arabes, il faut des dictateurs pour essayer de... parce que les Arabes en général, un président qui, si tu n'es pas dictateur, tu peux pas gérer un pays arabe. Ah bon, vous pensez que les pays arabes ne peuvent être gérés que par des dictateurs? Oui, parce que l'Occident... Bon, c'est un peu simple, je dirais même simpliste comme argument, monsieur. Oui, mais non, mais c'est pas ça, parce que l'Occident, ils ont constaté que avec la mort de Kadhafi, ça a créé tout un bordel. Ah, c'est le point de vue de l'Occident que vous voulez dire? Voilà, ça crée tout un bordel et même ils ont même regretté et pourquoi ils ont fait ça. Ils ne savent pas pourquoi même Nicolas Sarkozy lui-même il a dit qu'ils l'ont poussé à aller tuer Kadhafi. Et c'est ce que tu vois, dans une émission de débat télévisé avec Sarkozy, il a dit qu'ils l'ont poussé pour aller chercher Kadhafi. Et ils ont regretté parce que la révolution a commencé en Tunisie, et c'est arrivé en Libye, et les gens n'ont pas cherché à comprendre. Et il y a une petite minorité qui s'est rébellée. Qui s'est révoltée contre le colonel Mohamed Kadhafi. Donc l'Occident, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient de Kadhafi exactement. Donc ils se sont mêlés là-dedans et ils ont fait tout pour que Kadhafi soit parti. Et maintenant, eux-mêmes, ils regrettent pourquoi ils ont intervenu. Donc voilà, donc ça crée tout un bordel au niveau de l'Afrique, même dans le monde. Mais merci beaucoup, merci pour votre intervention. Nous retournons à Bordeaux, où nous attend Paul Kananoura. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de rester avec nous. Alors, il y a un personnage actuellement sur la scène politique libyenne qui est le général Haftar. Il se revendique comme le seul leader capable de ramener la paix et la sécurité en Libye. Qu'en pensez-vous? C'est une possibilité parce qu'au moins il a pris le courage dans des moments difficiles de combattre. Tu sais, c'est par la guerre que les hommes courageux
se font surface. Et je crois qu'il restera dans l'histoire de la Libye comme quelqu'un qui a essayé de faire face à des mouvements terroristes et salafistes au péril de sa vie. Restez avec nous, Paul Kananoura. Alors, Patrick Mbeko, concernant le général Haftar, vous pensez qu'il se revendique comme le leader capable de ramener la paix et la sécurité en Libye? C'est une possibilité? C'est une possibilité, mais ça va être un peu difficile. Qui est le général Haftar? C'est l'ancien commandant du corps expéditionnaire libyen au Tchad. Donc, il a été abandonné par Kadhafi et puis il va être retourné par les Américains, notamment la CIA, contre Kadhafi. Et en 90, il va aller en exil aux États-Unis. Il va vivre à 8 km de l'Anglais, le siège de la CIA. Et en 2011, il revient dans les fourgons de l'OTAN quand l'OTAN décide d'intervenir en Libye. Donc, ça nous ramène à ce que je disais précédemment. Et donc, aujourd'hui, Haftar intervient pour enrayer la montée des islamistes. Le problème dans le cas libyen, dans ce chaos, c'est qu'il était d'abord prévisible, dans la mesure où, le 15 mars 2001, les services de renseignement militaire canadiens produisent un document dans lequel ils disent clairement que si les pays occidentaux interviennent aux côtés des insurgés, il y aura un risque de guerre civile et de guerre tribale. Et c'est ce qu'on va voir tout juste après l'assassinat de Kadhafi. Et autre chose qu'on ne semble oublier quand on parle des Libyens, c'est que chaque faction est soutenue par des puissances régionales. Oui. Vous avez aujourd'hui l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis qui soutiennent le gouvernement de Tobrouk. Donc, Khalifa Haftar. Et vous avez d'autre part le Qatar, la Turquie et le Soudan qui soutiennent le gouvernement de El-Sarraj qui est affilié aux frères musulmans. Au-dessus, vous avez les États-Unis et la France qui soutiennent presque tous les camps. Donc vous avez la France qui reconnaît le gouvernement de Sarraj tout en apportant un soutien militaire au général Khalifa Haftar. Et on le sait d'ailleurs récemment que 3 membres de la DGS ont été tués. Donc aujourd'hui, nous avons une situation qui est très volatile et très compliqué dans la mesure où chaque acteur impliqué dans la crise a un agenda qui lui est propre et qui ne correspond nécessairement pas. Et cela rajoute de la confusion à la confusion déjà qui ça ne correspond nécessairement pas aux intérêts des Libyens. Et il faut rappeler un élément important, c'est qu'il y a il y a une majorité aussi, il y a quand même des Libyens qui n'apprécient pas Haftar parce qu'il est soupçonné d'être l'homme de la CIA en Libye. Et cette étiquette lui colle à la peau jusqu'à présent. Donc, il peut peut-être essayer de ramener l'ordre, mais ça va être difficile dans ce pays qui est morcelé depuis la mort du colonel Kadhafi. Et comme je l'ai dit, avec l'implication de plusieurs acteurs, tant régionaux qu'internationaux, là je parle des grandes puissances, la situation n'est pas prête de s'arrêter. En tout cas, la crise n'est pas prête de s'estomper du jour au lendemain. Alors, Achir Ibn Oumar, le général Haftar a rendu d'ailleurs une visite récemment au président tchadien Idriss Déby. Vous pensez qu'il peut ramener la paix et la sécurité en Libye? Ou c'est compliqué, comme vient de le dire Patrick Mbeko, parce qu'il est critiqué aussi par une partie de l'opinion et par une autre faction politique libyenne? Comme disait M. Mbeko tout à l'heure, le problème des parrains extérieurs, c'est très très important et ça en complique énormément les choses. Haftar a été en Yémen et ça nous permet de parler des autres parrains locaux. Le Soudan et le Tchad sont... le Soudan soutient plutôt les islamistes à Masrat. Et le Tchad soutient plutôt Haftar. Et alors que le Soudan et le Tchad sont alliés en RCA, par exemple. Donc c'est extrêmement compliqué. Concernant le rôle de Haftar, jusqu'à présent, il a joué un rôle très clivant. Parce que pour lui, d'abord, il est mal perçu par certains Libyens. Non seulement d'être l'homme des Américains, mais surtout de vouloir reconstituer l'ancienne armée de Gaddafi, parce que c'était un des grands officiers. Donc c'est un peu contradictoire. On l'accuse à la fois de vouloir réveiller les Gaddafistes et en même temps de servir les Américains. Mais surtout, il a des méthodes qui sont très brutales. Et pour lui, il s'est autodéclaré l'armée nationale libyenne. Avant qu'on le nomme. Parce qu'on dit qu'il est nommé par le gouvernement à l'époque légal de Tobrouk, mais il s'est auto-nommé avant qu'on le confirme. Et tout ce qui n'est pas avec lui, donc il n'est pas dans l'armée nationale, donc c'est soit un terroriste, soit etc. On se retrouve après une nouvelle pause. Merci de rester avec nous. Le grand débat, jusqu'à 19h30 avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. On se retrouve pour la suite du grand débat. Le thème ce soir, la Libye, 5 ans après la mort de Mouammar Kadhafi. Nos invités, Achir Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Vous animez un blog, Yedina
.net. Patrick Mbeko, géopolitologue, auteur de Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïa arabe libyenne, publié aux éditions Libre Pensée. Et par téléphone, depuis Bordeaux, Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Patrick Mbeko, quelles sont les positions de ce qu'on appelle la communauté internationale quant à la situation actuelle en Libye? En fait, on doit dire que c'est une position assez ambiguë. Donc, moi, j'entends par communauté internationale ceux qui s'autoproclament comme tels, je veux dire les puissances occidentales. Vous avez les États-Unis qui soutiennent presque tous les camps. Donc, en fait, ils soutiennent principalement le gouvernement de M. Sarraj, qui est affilié aux frères musulmans. Et vous avez la France, qui reconnaît ce gouvernement tout en soutenant ses rivaux qui sont à Tobruk. C'est-à-dire quand vous dites qu'elle reconnaît ce gouvernement mais soutient, c'est-à-dire c'est le président de la République par exemple qui soutient le gouvernement et puis le Premier ministre ou les services de renseignement qui vont soutenir la partie adverse? Non, parce que M. Hollande a reçu M. Sarraj il n'y a pas très longtemps ici en France. Oui. Donc en fait le problème c'est que il y a 3 gouvernements en Libye. Oui. Et donc le gouvernement de M. Sarraj a été reconnu par les Occidentaux. Oui. Le problème c'est qu'il n'est pas reconnu par les acteurs libyens. Oui. Alors, ce qui fait que ces acteurs libyens sont aussi des alliés des puissances occidentales qui sont impliquées dans la guerre. Je tiens à rappeler d'ailleurs que pour que le gouvernement de M. Sarraj s'établisse à Tripoli, il a fallu que l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, M. Martin Kobler, aille voir les frères musulmans et puis les islamistes qui sont dirigés par M. Abdelakil Belhaj, l'ancien d'Al-Qaïda, qui était devenu à un moment le commandant de Tripoli. Donc, on a un jeu trouble des puissances occidentales qui fait que il est très difficile aujourd'hui pour les Libyens de parvenir à la paix parce qu'on soutient la thèse et l'antithèse. En fait, on soutient tous les camps en même temps. Mais c'est une manière aussi pour les Occidentaux de rester les maîtres du jeu libyen. C'est-à-dire, peu importe l'issue de la situation, de la problématique, les Occidentaux seront toujours en bonne posture. Acher Ibn Oumar, est-ce que cette communauté, la communauté internationale qu'on appelle d'une manière générale, se préoccupe de la dégradation politique, économique et sécuritaire du pays à sa juste mesure? Bon, sur le plan de la définition, la communauté internationale, c'est le système des Nations Unies. Oui. Maintenant, c'est les puissances, moi que je n'appelle pas occidentales, parce que l'Occident, c'est une notion historique culturelle, mais j'appelle de l'OTAN plutôt, se présentent comme étant l'avant-garde ou bien les gens de cette communauté internationale, c'est autre chose. D'abord, en Libye, il faut comprendre une chose. Avant la guerre tout court, il y a la guerre des narrations. Chaque camp a une présentation et une série de qualificatifs. Oui. Par exemple, on parlait de Haftar. Pour Haftar, tous ceux qui ne sont pas avec lui et ceux qui sont à l'ouest sont des islamistes et des terroristes. Pour les gens de Tripoli, tous ceux qui sont avec Haftar, ce sont des anciens gaddafistes, des militaristes, des dictateurs en puissance, des agents des Américains. Alors que d'autres, on les accuse que c'est uniquement pour les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, c'est une série d'alliances tribales. Oui. Alors que dans chaque camp, vous avez une Macédoine de tribalistes, d'islamistes, plus ou moins modérés, de laïcs, etc. Donc chacun instrumentalise cela pour justifier son point de vue. Donc il ne faut pas qu'on... C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est... Et il y a un autre acteur aussi, peut-être une parenthèse, c'est que c'est aussi un acteur qui vient perturber la scène libyenne, c'est Daesh. Est-ce qu'il y a une possibilité que les acteurs politiques opposés puissent s'entendre pour lutter ensemble contre le groupe État islamique, où chacun se bat de son côté? Il ne faut pas trop charger l'extérieur. Oui. Par exemple, le gouvernement de Sarraj, quand il a été proposé, il y avait l'engagement de 2 autres gouvernements à le soutenir. Pas à le soutenir à Sarraj en tant que tel, mais soutenir un gouvernement d'union nouveau sortant des accords de Srirat. Et jusqu'à présent, l'un et l'autre disent on serait prêt à composer, mais c'est la façon de composer le gouvernement, de repartir le poste de l'administration, les autres dossiers, le groupe armé, tout ça. C'est ça qui fait problème. Et ça pose une autre question. Je m'excuse d'utiliser les mots, c'est la légèreté avec laquelle et Kobler et son prédécesseur Léon et les pays, les grandes puissances, comme on a eu récemment début octobre à Paris une réunion sur la Libye, où il y avait tout le monde sauf les Libyens, et les Africains. Oui, bien sûr. Donc c'est cette façon de continuer à dire qu'on va régler les problèmes des Libyens à leur place.
C'est surtout ça. Il ne faut pas leur demander de régler les problèmes libyens. Mais comme disent les médecins dans le serment d'Hippocrate, le premier devoir, c'est de ne pas nuire. Est-ce que cela veut dire que les Libyens aujourd'hui n'acceptent plus une ingérence entre guillemets étrangère pour régler leurs propres affaires? Ils n'acceptent pas une ingérence militaire directe. Oui. Ils n'acceptent pas qu'on nomme des gens à leur place, mais ils acceptent les aides en armes. Ils acceptent les trafics. Récemment, le gouvernement de Toubrouk a essayé de frapper une autre monnaie parallèle par l'intermédiaire d'une compagnie en Russie. Donc, ils sont dans les acteurs libyens, je ne dis pas le peuple libyen. Oui. Les dirigeants libyens sont dans la contradiction. Oui. Ils sont très fiers quand il s'agit parfois même de trouver des solutions, oui. ou en tout cas, ou certains aspects visibles de l'interventionnisme comme l'intervention militaire, mais en même temps, ils acceptent les aides destructrices de ces pays-là et de se soumettre à leur agenda en réalité. Donc c'est ça la contradiction aussi. Il faut qu'ils sortent de cela s'ils veulent trouver une solution à leur pays. Alors nous allons retourner à Bordeaux. Paul Kananoura, on a parlé par exemple de ce qu'on appelle de la communauté internationale, notamment des pays occidentaux, mais il y a aussi d'autres acteurs qui aussi regardent de près la situation en Libye. Il y a par exemple des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte. Comment, à votre avis, ces pays s'immiscent dans les affaires libyennes? Oui, en fait, il faut définir les 3 niveaux d'acteurs de la crise libyenne. Donc, il y a ce que nous avons dit tout à l'heure, les acteurs intérieurs avec les 1700 groupes de milices, le jet des tribus, le séparatisme et autre chose que nous avons parlé. Il y a aussi effectivement le niveau régional où les pays voisins, notamment l'Égypte et l'Algérie, le Maroc, chacun pour des raisons stratégiques et idéologiques, soutient un acteur. Donc chacun soutient un acteur, ce qui veut dire que les pays voisins, chacun soutient son acteur. Oui, oui. Par exemple, concernant l'Algérie et le Maroc, quels acteurs soutiennent-ils? Le Maroc, pour le moment, essaye de soutenir le gouvernement d'union nationale. Oui. Et je crois que pour l'Algérie, soutient le gouvernement de Toubrouk. Oui. Et donc, vous voyez, on soutient des acteurs différents pour des raisons différentes et autre chose. Et en plus, l'Égypte aussi, je crois qu'il soutient Sarraj pour des raisons autre que calmer les frères musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec la discussion que l'on a eue ici avec nos invités concernant le sentiment national qui se développe en Libye et cette volonté qu'il n'y ait plus d'ingérence militaire extérieure en Libye? Oui, tout le monde le sait, tout le monde le dit. S'il y a quelque chose qui peut fédérer la Libye, c'est une intervention militaire étrangère. Là, c'est foutu. C'est contre une intervention militaire, vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, une intervention étrangère va souder les Libyens contre l'envahisseur. Mais sans toutefois régler les problèmes à l'intérieur, effectivement, qui sont gérés au niveau des tribus, qui sont gérés au niveau des milices, et qui sont gérés par des confréries et autre chose. C'est-à-dire que la Libye, là, nous avons au moins une vingtaine d'années dans le chaos. Restez avec nous, Paul Kananoura. Alors, concernant ce qu'on appelle les tribus Achir Ibn Oumar, est-ce que elles soutiennent une tendance politique? Est-ce qu'elles ont un sentiment national aussi d'appartenance à un État avec des institutions, ou elles se préoccupent uniquement en fait de leurs intérêts? Parce que quand on emploie le mot tribu, j'aimerais bien aussi qu'on précise les choses, quelles sont les tribus et quels sont leurs objectifs. Et il y a l'héritage de Kadhafi. Oui. Kadhafi a utilisé des structures basées sur la tribu, ce qu'ils appellent la qiyada al-sha'biyya, le commandement populaire, qui était parallèle à l'administration. Mais est-ce que ces tribus reconnaissent l'État? En fait, elles reconnaissent l'État en tant que champ de marchandage et de spéculation. Chacun veut avoir la plus grosse part dans l'État au nom de sa tribu, en quelque sorte. Oui. Donc, elles reconnaissent l'État en tant que butin à partager, et non pas en tant que réalité transcendante. Donc, c'est un peu complexe. Cela dit, la Libye, historiquement, la Libye a été divisée en 3. Mais ça remonte à loin, parce que si vous voyez la différence entre la cinéraïque et la tripolitaine, ça remonte à l'époque grecque. Il y a des rivalités qui remontent déjà depuis des siècles. Cyrène, c'était une ancienne ville grecque, etc. Donc, certains même historiens disent que la fracture
entre le Maghreb et le Mashrek, ça passe entre l'Est et l'Ouest de la Libye, ça, de la Libye. Donc, l'Est de la Libye a toujours mal accepté l'arrivée au pouvoir de Kadhafi, même quand il n'y avait pas de problème, parce que c'était le fief de la monarchie. Et Kadhafi leur a rendu la monnaie de leur pièce. Par exemple, la ville de Benghazi a été vraiment négligée, alors que c'était la deuxième ville la plus importante, et à l'époque du roi, c'était même la capitale politique en quelque sorte. Donc il y a eu un sentiment au niveau de l'Est, depuis très longtemps, c'est pour ça que la révolte est partie là-bas, un certain irrédentisme, et à l'époque de Kadhafi, comme il n'y avait pas d'opposition politique acceptée, donc le refuge, c'était soit les tribus, soit le mouvement islamiste. C'est pour ça que ces deux phénomènes, on le trouve plus marqués à l'Est qu'à l'Ouest. Mais il faut relativiser, parce qu'actuellement, 80% de la population libyenne vit entre Sebha, Benghazi, Tripoli, Derna et Sirte et Jdalia. Donc, en fait, c'est une population qui n'est plus bédouine, qui a une mentalité bédouine, mais qui est quand même en train de s'urbaniser. Et donc, il y a quelque part une instrumentalisation politique de la tribu et non pas une réalité vraiment sociale. Mais donc, pour moi, c'est une clé pour régler le problème, mais ce n'est pas la principale clé. Ce n'est pas la principale. Alors, Patrick Mbeko, les risques sécuritaires et migratoires également aussi, parce qu'il y a aussi des conséquences migratoires après le renversement du colonel Kadhafi. Donc, ces risques perdureront tant que le fond de la question n'aura pas été traité, à savoir redonner de la stabilité institutionnelle et politique à la Libye. Exactement. Et moi, je pense que toute cette situation va perdurer dans la mesure où les Libyens, d'une certaine manière, ne sont pas en fait les maîtres du jeu de tout ce qui se passe actuellement dans leur pays, parce qu'on a parlé des acteurs régionaux et puis des acteurs internationaux. Ça va être très compliqué. En même temps, il faut comprendre une chose, c'est que par exemple, dans une perspective américaine, le chaos en soi n'est pas une mauvaise chose. Les néoconservateurs américains, par exemple, parlent de chaos constructeur, c'est-à-dire que ils vont s'appuyer sur une situation de chaos, de désastre pour construire un ordre nouveau. C'est comme ça qu'ils l'entendent, eux, les néoconservateurs américains. Donc, c'est-à-dire que ce chaos peut être propice aux bonnes affaires pour certaines personnes, pour certains intérêts. Et il ne faut pas perdre cela de vue. Américains notamment ? Américains notamment, parce qu'il faut rappeler une chose. Il y a eu une intervention en Irak qui a généré un chaos. Il y a eu une intervention en Afghanistan qui a généré un chaos. Et beaucoup parlent de chaos dans le sens où il y a un désordre dans tous les sens. Mais on oublie une chose, c'est que ce chaos est propice aux bonnes affaires pour les Américains, pour les entreprises américaines. On a vu des compagnies de mercenariat. Par exemple, concernant la Libye, est-ce que les entreprises américaines, par exemple, sont beaucoup mieux implantées que les entreprises françaises ou britanniques en Libye ? Non, ça devient plus compliqué parce qu'en Libye, il y a tellement de groupes par rapport à l'Irak ou dans d'autres pays. C'est très compliqué parce que d'abord, il y a une chose qu'il faut rappeler d'ailleurs qu'on n'a pas soulevé, c'est que dans le cas de la Libye, par exemple, la CIA avait fait appel à des islamistes qu'on est allé récupérer à Mazar-e Sharif en Asie centrale. Donc ces gens-là ne sont pas des Libyens. Il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des Libyens. Ils sont venus, ils sont payés. Ce sont des mercenaires qui sont au service d'une cause. Et les mêmes mercenaires d'ailleurs, et parce qu'on a parlé de l'aspect géopolitique de la chose, après la déstabilisation de la Libye, qu'est-ce qui va se passer ? Les armes qui ont été utilisées en Libye vont transiter pour aller en Syrie. Et encore dans le livre, je reproduis un document des renseignements militaires américains qui montre clairement d'ailleurs que les armes qui ont été utilisées en Libye sont allées en Syrie. Et qui a assuré le transport de ces armes? Celui qui était le commandant de Tripoli, M. Abdelhakim Belhaj, qui est un ancien de Al-Qaïda, qui avait été arrêté par les Américains en Malaisie et puis transféré dans une prison libyenne. Il était libéré par Kadhafi en 2009 et il va se retrouver à la tête d'une brigade qui va s'emparer de Tripoli avec le soutien de l'OTAN. Et c'est ce monsieur-là qui va, avec des armes fournies par les Américains, qui vont transiter pour aller en Syrie. Et donc, quand on essaie de faire un retour en arrière, on se rend compte d'une chose, c'est que la déstabilisation de la Tunisie a eu lieu, les armes, et puis de l'Égypte, et parce que dans les deux pays, on parle de soulèvement populaire, oui, mais c'est l'armée qui a renversé Moubarak et Ben Ali. On le sait aujourd'hui. Oui. Et les armes sont parties de ces deux pays pour se retrouver à l'est de la Libye. Une fois Kadhafi déstabilisé, les armes sont parties de la Libye pour déstabiliser la Syrie. C'est un plan global, comme l'avait d'ailleurs fait remarquer le général Wesley Clark en 2001, en disant qu'il y avait un plan pour déstabiliser 7 pays arabo-musulmans en 5 ans.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs et madame Bravin, d'être intervenus sur notre antenne. Je rappelle les titres de vos livres. Patrick Mbeko, Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamalia arabe libyenne, publié aux éditions Libre Pensée. Hélène Bravin, auteure de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, publié en 2011 aux éditions Bourrin. Merci Achir Ibn Oumar. Vous animez un blog, yedina.net, et merci Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Merci aux auditeurs pour vos appels. Merci à Stéphanie Hartmann qui produit cette émission et Antoine Cruchon qui la réalise. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Grand Débat. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1. Le Grand Débat, 18h, 19h30 avec Nadir Djenad sur